cette séance de cours, nous allons vous parler des anciens à la Renaissance et de l'essor de l'humanisme. Mais tout d'abord, cette question. Qu'est devenue la philosophie après l'Antiquité? Qu'est devenue la pratique existentielle de la philosophie comme mode de vie, lorsque les écoles philosophiques de l'Antiquité ont disparu? Peut-on encore parler de philosophie au Moyen-Âge? Et si on peut parler de philosophie au Moyen-Âge, cette philosophie avait-elle encore un quelconque rapport avec l'idéal de la vie philosophique antique? Enfin, la Renaissance italienne et l'humanisme ont-ils vraiment accompli un retour à l'idée antique de philosophie? À moins qu'il ne s'agisse plutôt d'un nouveau commencement pour la philosophie, du commencement d'une nouvelle philosophie. Telles sont quelques-unes des questions qui seront évoquées dans cette 10e séance de cours. Pour tenter d'y répondre, dans cette introduction, je voudrais d'abord revenir sur les faits historiques et les problèmes d'interprétation qu'ils posent. Première question. Quand et comment la philosophie antique a-t-elle disparu? La réponse à cette question n'est pas simple, et elle est au moins en deux temps. La première partie de la réponse est qu'au début du Moyen-Âge, du 6e au 9e siècle environ, la philosophie a quasiment disparu de l'Occident chrétien, de l'Europe chrétienne et latine. La deuxième partie de la réponse est qu'à la même période, au Proche et au Moyen-Orient, puis dans le monde musulman, la philosophie accomplit un vaste mouvement de migration et de transformation jusqu'à ce qu'elle soit redécouverte par l'Occident chrétien à partir du XIIe siècle. Ce vaste courant de transmission des savoirs et textes philosophiques, ce vaste mouvement de transformation du savoir et de la culture philosophique, de la redécouverte et de la renaissance multiple de la philosophie, ce courant porte un nom, c'est celui de la translatio studiorum, du transfert des études. Qu'est-ce que ce transfert des études, cette translatio studiorum? C'est le voyage que la philosophie a accompli pendant tout le Moyen-Âge. La translatio studiorum commence en 529, lorsque l'empereur chrétien Justinien Ier décide de fermer les écoles philosophiques dans l'Empire romain. Cette fermeture des écoles philosophiques est assurément un événement majeur, car il signifie quelque chose de fondamental. Désormais, en Occident, le seul idéal de vie sera celui de la religion chrétienne. La vie, selon les principes d'une philosophie, qui aurait été libre de la religion chrétienne, est devenue tout simplement impossible. C'est ainsi que l'Occident latin, que l'Europe occidentale, va être coupée pour des siècles, les siècles noirs du Moyen-Âge occidental, des textes de l'Antiquité. L'Europe chrétienne va être coupée des sources de la pensée philosophique, mais aussi scientifique. On va presque totalement oublier Aristote, on va oublier presque tous les dialogues de Platon, mais on va aussi oublier Euclide, et on va perdre tout contact avec ces textes grecs jusqu'à en oublier l'existence et ne plus savoir du tout lire le grec. Le deuxième phénomène, amorcé par la fermeture des écoles philosophiques antiques, est celui de la migration de la philosophie au Proche-Orient. Chassés de l'Empire romain, les philosophes de l'école néoplatonicienne d'Athènes, dont les plus célèbres étaient Damasius et Simplicius, vont être accueillis à la cour du roi Khosrou Ier dans l'empire perse sassanide, après quoi ils émigrent à Harran, dans l'actuelle Turquie. Parallèlement, la philosophie aristotélicienne va se perpétuer à Alexandrie, en Égypte, avec des commentateurs chrétiens comme Jean Philopon, jusqu'à la prise de la ville par les Arabes en 641. Cette culture philosophique alexandrine se transmettra alors et se développera dans le monde musulman. Ce vaste mouvement de la migration de la philosophie au Proche-Orient, puis dans le monde musulman, aboutira au XIIe et XIIIe siècle à un grand retour de la philosophie dans l'Europe chrétienne, grâce en particulier à la transmission et le développement de la culture philosophique qui avait été assurée dans le monde musulman, puis à un dernier mouvement de redécouverte des textes antiques, de Platon et Plotin en particulier, en Italie au XVe et XVIe siècle. Comme on le voit, faire l'histoire de la philosophie au Moyen-Âge, et même jusqu'au XVIe siècle, c'est faire l'histoire non pas d'une renaissance mais de plusieurs. Ce qui définit essentiellement la philosophie au Moyen-Âge, c'est la complexité historique et géographique. Dans certaines régions, elle disparaît, dans d'autres, elle est transmise, traduite et commentée en syriaque, en arabe, en hébreu ou en latin. De sorte que la philosophie est sans cesse redécouverte, qu'elle connaît régulièrement des renaissances. Bref, au Moyen-Âge, la philosophie a beaucoup voyagé, et ces voyages l'ont beaucoup transformée, au contact de civilisations et cultures très différentes.
La deuxième question que je voudrais poser en introduction de cette séance est la suivante. Peut-on parler de la philosophie comme mode de vie au Moyen-Âge? De nouveau, la réponse ne peut pas être simple. Comparons pour cela un philosophe musulman du Xe siècle avec un théologien chrétien du XIIIe siècle. Le premier est Avicenne. Avicenne est un grand philosophe de culture musulmane et perse qui a vécu au Xe siècle, qui écrivait en langue arabe, qui commentait et expliquait les textes d'Aristote à Hamadan ou à Boukhara, dans l'actuel Iran. Avicenne est en particulier l'auteur d'un canon de la médecine, qui aura une influence considérable sur la médecine occidentale jusqu'au XVIe siècle au moins, et d'une encyclopédie philosophique, le livre de la guérison, une somme de savoirs philosophiques qui va de la logique à la psychologie ou la métaphysique. Le second de nos philosophes médiévaux est Thomas d'Aquin, dont nous avons déjà parlé dans la séance 5, grand théologien qui enseigne à l'Université de Paris au XIIIe siècle. Théologien et l'auteur d'importants commentaires sur Aristote, il a écrit en particulier une monumentale somme théologique, une encyclopédie, qui présente la religion chrétienne sous la forme systématique et rationnelle. Quel point commun alors entre ces deux philosophes de cultures si différentes? Leur intérêt pour la transmission de la culture philosophique de l'Antiquité et en premier lieu pour la pensée d'Aristote. Assurément aussi leur idée de la philosophie comme l'idéal d'une perfection que l'homme peut atteindre par la raison. Mais leur mode de vie philosophique, c'est-à-dire la façon dont ces deux hommes vivaient la philosophie quotidiennement, était très différent. L'une des différences essentielles est qu'Avicenne a une vie itinérante. Il a exercé comme médecin et il a eu des fonctions politiques aussi importantes que celles de vizir. Avicenne ne pouvait pas vivre simplement de la philosophie, et son existence de savant et de philosophe était liée à l'hospitalité d'un prince s'intéressant à la philosophie et souhaitant créer autour de lui un cercle philosophique. Dans le monde islamique médiéval, l'existence de la philosophie dépend beaucoup de ses protecteurs, et les changements politiques peuvent très facilement modifier, dans un sens ou dans un autre, les conditions qui rendent possible une culture philosophique. Thomas d'Aquin, au contraire, est un universitaire. Or, l'université est une invention occidentale, une invention qui date de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle. L'université est une institution ignorée du monde musulman à l'époque. Thomas d'Aquin ne vit donc pas dans la même situation de précarité, comme on dirait aujourd'hui, et d'incertitude ou d'itinérance, comme Avicenne. Thomas d'Aquin est l'un des plus grands maîtres de l'Université de Paris. Il a un véritable statut qui lui permet de se consacrer entièrement à l'étude et l'enseignement de la philosophie et de la théologie. En quoi consiste alors la vie philosophique de Thomas d'Aquin? La réponse tient en un mot, la scolastique. On appelle scolastique l'enseignement et la pratique de la philosophie dans les écoles et les universités occidentales du Moyen-Âge. La scolastique est incontestablement un mode de vie philosophique qui a ses règles et contraintes précises dont je voudrais indiquer ici les caractéristiques principales. La scolastique est tout d'abord fondée sur la méthode herméneutique, c'est-à-dire la lecture, l'appropriation et le commentaire des textes de la tradition philosophique et théologique. Faire de la philosophie, c'est découvrir, commenter, expliquer, transmettre les textes de la tradition. Cette pratique herméneutique de la philosophie se divise en 3 étapes. Premièrement, la lectio ou lectura consiste à lire à haute voix le texte en mettant en évidence sa structure grammaticale et logique. Cette première étape vise à restituer correctement le texte et à le faire passer dans la parole vivante. Deuxièmement, l'explication permet, dans un deuxième temps, de rendre le texte plus accessible et compréhensible à l'auditeur en montrant ses articulations et sa structure, en expliquant comment il s'inscrit dans la continuité du propos de l'auteur. Et troisièmement, la troisième étape consiste à celle du commentaire par laquelle le maître donne sa propre interprétation du texte, montre son enjeu et ses perspectives. En fonction de l'importance du passage commenté, le maître peut se livrer à de brèves explications, ou au contraire, à une longue discussion. À côté de la lecture et du commentaire des textes, la scolastique était par ailleurs fondée sur la méthode dialectique, c'est-à-dire la discussion rationnelle et argumentée. Cette méthode s'illustre en particulier dans l'exercice de la dispute ou disputation. La disputation est une discussion orale sur une question posée qui oppose 2 orateurs. Soit par exemple la question suivante. L'homme est-il libre? Alors, comme dans le tournoi médiéval, 2 adversaires vont s'affronter, chacun apportant des arguments en faveur de sa thèse.
Par échange et réfutation d'arguments, un premier étudiant va s'efforcer de montrer que l'homme est libre. Et un autre étudiant devra démontrer qu'au contraire, l'homme n'est pas libre. Et il devra pour cela réfuter les arguments du premier. À la fin du tournoi, le maître interviendra pour donner la solution à cette question et pour résoudre les arguments posant difficulté. Contrairement à la caricature qui en sera donnée par ses détracteurs, en particulier certains humanistes de la Renaissance, la scolastique n'était pas, du moins à l'origine, une pratique simplement formelle et dénuée de valeur philosophique. La scolastique réalise au contraire un véritable mode de vie, intense, de la pensée philosophique. Certaines disputes pouvaient durer des heures, et ces discussions dialectiques pouvaient avoir une portée et une importance philosophique majeure. En outre, l'exercice de la question et de la dispute correspond à une conception dynamique de l'activité philosophique. C'est par le dialogue et l'échange, et non pas en restant cloîtré tout seul dans sa chambre, c'est sur la scène publique que la pensée philosophique doit se déployer au grand jour. Cette conception de la philosophie apparaît enfin comme une reprise lointaine de la discussion philosophique antique, dont la dialectique platonicienne avait offert sans doute le plus bel exemple. En ce sens, il est juste de dire que c'est tout un mode de vie de la philosophie, tel qu'il était pratiqué sur l'agora à Athènes au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, qui se trouve repris, ressuscité, adapté et transformé dans l'exercice de la pensée dans l'université médiévale à Paris au XIIIe et XIVe siècle. À partir des XIVe, XVe et XVIe siècles, cependant, de nouvelles formes de la vie philosophique vont apparaître, une pratique de la philosophie différente de celle de la scolastique va naître. C'est de ce nouveau commencement de la philosophie à l'époque de la Renaissance et de l'humanisme dont va nous parler à présent Olivier Renaud, en évoquant en particulier les figures de Marcille Ficin, Pic de la Mirandole et Montaigne. J'ai choisi d'évoquer en quelques mots Pic de la Mirandole dans le cadre de cette séance. Jean Pic de la Mirandole est, après Marcille Ficin, l'une des grandes figures de la Renaissance italienne. Cette Renaissance italienne qui se caractérise, on l'a dit, par un retour aux anciens Grecs et une forme de syncrétisme théorique, associant platonisme, aristotélisme, mais aussi des courants moins connus comme le néo-pythagorisme, la Kabbale juive, l'hermétisme, la tradition des oracles chaldéiques, etc. Bref, un ensemble de courants de pensée qu'il entend rendre compatibles avec le christianisme. Pic de la Mirandole est accueilli pour sa formation dans ce qu'on appelle l'Académie néo-platonicienne fondée par Côme de Médicis, dirigée par Marcille Ficin, qui entendait recréer l'environnement et le mode de vie intellectuel des échanges philosophiques de l'école platonicienne. Tout le contraire donc de la disputatio scolastique. Pic se démarque cependant de son maître, Marcille Ficin, en formulant en 1486 le souhait de proposer un débat, un grand débat, réunissant les savants de l'époque pour discuter sur 700 puis 900 thèses ou conclusions, censées couvrir la totalité de la science de l'époque, allant de la morale à la théologie. C'est un ouvrage qu'on connaît sous le titre des Conclusiones et dont le discours qui va nous occuper aujourd'hui, le discours sur la dignité de l'homme, est la préface. Malgré l'échec de ce projet, des Conclusiones, le discours demeure une forme de manifeste exemplaire de l'humanisme renaissant. Passons donc à l'étude de ce discours. Je détaillerai donc 3 thèses issues de ce discours. Premièrement, l'indétermination et même peut-être la plasticité complète de l'homme. Deuxièmement, l'identification possible de l'homme à une vie supérieure grâce à l'intellect. Troisièmement, la philosophie comme exercice de transformation. Je commence par la première thèse, l'indétermination et la plasticité de l'homme. Pic commence son discours en réactivant un mythe quasi prométhéen, celui de l'homme nu, informe, sans propre, à l'image indistincte et inachevée. Partons donc de ce constat, l'homme est complètement indéterminé par nature, mais cette indétermination n'est pas négative. Il faut comprendre que parce qu'il n'a rien et n'est prédestiné à rien, l'homme est potentiellement tout ce qui existe. En fin de compte, le parfait ouvrier
décida qu'à celui qui ne pouvait rien recevoir en propre serait commun tout ce qui avait été donné de particulier à chaque être isolément. Que signifie cette assertion? Que par sa place dans le monde, au milieu du monde, nous dit Pick, l'homme est capable de s'identifier avec tout ce qui le compose. Sa liberté est telle qu'il est capable de transformation en toute chose. L'image du sculpteur, que vous avez déjà croisée lors de la séance 9 à propos de Plotin, qui exhorte chacun à sculpter sa propre statue, permet à Pick de réaffirmer l'entière plasticité de l'homme relativement à ce qu'il expérimente, fréquente et contemple. Parce qu'il est essentiellement informe, l'homme est potentiellement toutes les formes qu'il imite, ou plutôt toutes les formes auxquelles il choisit de s'identifier. Je cite encore le discours. « Tu pourras dégénérer en formes inférieures qui sont bestiales, tu pourras, par décision de ton esprit, te régénérer en formes supérieures qui sont divines. » Il faut bien prendre la mesure de cette assertion de l'indétermination de l'homme et ses conséquences. L'homme n'est essentiellement rien. Il est donc potentiellement tout. Pick compare l'homme à un caméléon dont la capacité de transformation est à la mesure de l'absence de qualité intrinsèque. Où est, en fin de compte, l'homme? Nous pourrions dire qu'il n'est nulle part, précisément parce qu'il est au centre du monde et qu'il en est le lien. Les métamorphoses qu'il est capable d'assumer décalent toujours son essence du côté de ce qu'il contemple ou produit. Une plante, une bête, un être céleste, voire une puissance divine, Dieu lui-même. Concluons donc sur ce premier point. L'homme n'est qu'un matériau, une chair, dit Pick, comme la glaise qu'on est capable de sculpter et de peindre. L'homme n'est donc pas une essence, il est un mouvement de transformation. Je passe au second point, à savoir l'identification au divin. Si l'homme est par essence un mouvement de transformation par identification ou imitation, comment procède-t-il, grâce à quelle faculté et en vue de quelle fin? La réponse de Pick est semblable au néoplatonisme plotinien. Il s'agit de s'identifier à un principe supérieur par l'imitation des manières d'être et des activités de ce principe et par l'exercice de la contemplation. Je cite Pick, « Voyons ce qu'ils font eux-mêmes, quelle vie ils vivent. » En un mot, il s'agit de s'identifier aux êtres divins dont on suit la hiérarchie en développant ses capacités de métamorphose proprement humaines. Gouvernement des espèces inférieures, la nature, les espèces naturelles, contemplation de la création, retour et concentration vers le principe même, à savoir Dieu. L'homme procède donc par imitation et par identification. La faculté mise en jeu, on le voit très clairement ici, est l'intellect, dont on doit mieux cerner la variété des dispositions. Premièrement, la vie active requiert un jugement droit. Deuxièmement, la vie contemplative, quant à elle, suppose une délivrance, nous dit Pick, de la vie active pour la contemplation scientifique. Troisièmement, la vie d'amour et de retour au principe tend, elle, à se fondre dans cet intellect, à fondre cet intellect dans une puissance créatrice unique, équivalente à la position divine elle-même. La finalité du mode de vie proposé, on le devine, est celle d'une félicité toute particulière qui associe une connaissance totale et une purification absolue. Je passe maintenant au troisième et dernier point, la philosophie comme exercice de transformation. On remarquera que dans cet accès au bonheur, la philosophie est présentée comme une forme d'activité intermédiaire. Ce n'est pas du tout un hasard. La philosophie est présentée comme un double mouvement. D'abord, un premier mouvement, celui qui est capable d'atteindre un savoir, celui que Pick appelle la philosophie naturelle, et qui concerne tout simplement l'étendue du savoir positif, dont il voulait soumettre les conclusions dans ses conclusiones. La philosophie se comprend alors, dans le sillage de Thomas d'Aquin, dans sa différence avec la théologie révélée. Ensuite, deuxième mouvement, la philosophie semble, dans le texte de Pick, renouer avec une thématique socratique très particulière, celle de l'amour et même ce qu'il appelle les fureurs de l'amour. Je cite Pick, « Laissons-nous entraîner, Père, laissons-nous entraîner par les fureurs socratiques qui nous mènent hors de la pensée, au point de mener la pensée et nous-mêmes jusqu'en Dieu.
Cette compréhension de la pratique philosophique, très présente chez Marcille Ficin, permet en effet de ne pas figer la philosophie dans le champ d'un savoir constitué, mais de mieux en faire le support de la transformation humaine. Parce que l'amour, sous toutes ses formes, platoniques y compris, trouve son principe dans l'amour de Dieu. Il permet de tisser une continuité entre le désir du savoir et la religion révélée. La valeur de la philosophie comme exercice est donc évidente dans le discours de Pic, et la mention des préceptes delphiques dans le texte complémentaire numéro 5, la mention de ces préceptes qu'il articule avec le christianisme est tout à fait symptomatique de l'humanisme italien. Je vais citer encore Pic, mais ayons bien à l'esprit, père, les 3 préceptes delphiques absolument nécessaires à qui va pénétrer dans le saint et auguste temple, non point de l'Apollon des fables, mais du vrai, qui illumine toute âme venant en ce monde. Vous verrez qu'il ne nous invite à rien d'autre qu'à embrasser de toutes nos forces la philosophie tripartite, objet de la présente discussion. Car le fameux Medenhagan, autrement dit rien de trop, prescrit justement la norme et la règle de toutes les vertus par le calcul du juste milieu, dont traite la morale. Puis le Gnotisséoton, autrement dit connais-toi toi-même, nous incite et nous exhorte à l'étude de la nature entière, dans laquelle la nature de l'homme occupe une position intermédiaire et pour ainsi dire mixte. Se connaître, c'est en effet tout connaître en soi, comme l'ont écrit d'abord Zoroastre puis Platon dans l'Alcibiade. Enfin, éclairé par cette connaissance grâce à la philosophie naturelle, désormais proche de Dieu, c'est par la salutation théologique « ei », autrement dit « tu es », que nous nous adresserons avec familiarité et donc avec bonheur au véritable Apollon. Pic fait de 3 préceptes delphiques un système philosophique à part entière. La philosophie se donne ainsi comme une morale, premièrement, puis comme une connaissance de soi, en second lieu, s'identifiant avec la connaissance de la nature tout entière. Ces 2 préalables culminent, enfin, dans une identification à Dieu, nommée l'Apollon véritable, appelant non pas tant, comme on pourrait le croire au premier abord, à une première retraite, à une simple retraite, mais plutôt à un exercice poétique de recréation du monde, dont l'homme est le miroir, grâce à la religion révélée. Renouant avec une certaine interprétation ancienne de la philosophie comme exercice de transformation de soi, Pic insiste sur sa capacité à métamorphoser l'individu. Évidemment, la perspective d'amélioration du soi demeure la fin de la transformation, en un accomplissement divin. Il ne s'agit donc pas de se transformer pour découvrir de nouvelles potentialités humaines, car encore une fois, l'homme n'est rien. Nous sommes donc très loin des expérimentations foucaldiennes de l'esthétique de l'existence que nous avons pu croiser dans des séances précédentes. En revanche, et c'est cela qui est nouveau par rapport aux anciens que Pic aime citer, l'entreprise de transformation elle-même demeure bien humaine. Il ne s'agit pas de rechercher une essence cachée, divine dans la nature de l'homme, c'est l'homme qui se produit ou se construit lui-même en vue de son identification au divin. Nous allons maintenant discuter d'une autre figure de l'humanisme, dans la mesure où l'étendue de ce concept excède évidemment les figures florentines. Il s'agit de l'humanisme de Montaigne. Cette figure permet de vous donner un contrepoint intéressant du type de lecture des anciens et de leur réappropriation dans le cadre d'une pratique inédite de la philosophie qui est appelée l'essai. Chacun, à la lecture des essais, est frappé par l'étrangeté de la position philosophique de Montaigne, qu'on ne saurait caractériser d'un mot. Montaigne cite abondamment les philosophes stoïciens, Platon, Aristote, Plutarque, mais croit souvent le faire avec Cicéron par exemple. On a pu associer Montaigne à la tradition sceptique pyrrhonienne, que vous avez déjà explorée lors de la séance 8, dans une version qui prétend moins suspendre à propos de tout son jugement que une version du scepticisme dans l'usage des tropes, permettant la variation et la multiplication des points de vue éprouvés.
En ce sens précis, il est vrai de dire que la philosophie telle que l'entend Montaigne est un exercice, une pratique empirique de variation. La philosophie de Montaigne se trouve donc au croisement d'une culture humaniste, on le reconnaît à son goût pour les citations des anciens notamment, et d'une position philosophique très particulière qui fait de cet homme dont Pic nous parlait l'objet d'une écriture de soi, peut-être même la naissance d'un sujet. Quelle est alors la fonction de la philosophie selon Montaigne? On trouve dans l'essai de l'institution des enfants ce qui pourrait passer pour une définition de la philosophie. Je cite Montaigne, « Puisque la philosophie est celle qui nous instruit à vivre et que l'enfance y a sa leçon, comme les autres âges, pourquoi ne la lui communique-t-on » Philosopher, c'est apprendre à vivre. Dans cet essai, cette expression recouvre deux activités. La première, c'est celle que nous avons déjà croisée plusieurs fois, un effort d'endurance psychique, dont une des conséquences est l'endurance physique. Philosopher, c'est donc apprendre à endurer des malheurs, des maladies, voire la mort. Comment acquérir cette endurance? C'est le deuxième aspect de cet apprentissage. La fréquentation constante, journalière, systématique, des lettres et de la sagesse, accompagnée d'exercices quotidiens, d'endurance et d'expérience, nous y reviendrons. Cette pratique de la philosophie a un nom. C'est ce que Montaigne appelle l'appropriation, faire sien, c'est-à-dire faire de ses expériences diverses, de la vie et de la lecture, le sujet de sa propre vie. Je cite encore Montaigne, « Ce n'est plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi l'entendons et voyons de même. Les abeilles pilotent de ça de là les fleurs, mais elles en font après le miel, qui est tout leur. Ce n'est plus thym ni marjolaine, ainsi les pièces empruntées d'autrui, il les transformera et confondra pour en faire un ouvrage tout sien, à savoir son jugement, son institution, son travail et étude ne visent qu'à le former. » On retrouve ainsi cette idée toute socratique de la sincérité, de la véracité de l'expérience philosophique de l'enquête, à partir de l'enseignement des anciens et de la confrontation de ces enseignements dans l'expérience quotidienne et dans l'expérience d'une vie. Cette exigence d'appropriation n'est pas fortuite. Elle est, dans tous les essais, une exigence qui s'ensuit de la critique que Montaigne adresse à deux usages de la philosophie qui, à première vue, sont opposés, mais se rejoignent dans l'oubli qu'on a du soi. Montaigne adresse une première critique à ceux qui ne font de la philosophie que par ornement, par péché d'orgueil et par volonté de parade. On reconnaît les non-philosophes lorsque le discours tenu n'est pas suivi, par exemple, du fait. Ainsi, l'apprentissage n'a pas vocation à faire de l'homme un homme simplement lettré. L'homme cultivé et savant, c'est celui qui doit mettre à l'épreuve sa connaissance et son expérience quotidienne de sa propre vie. Je cite encore Montaigne. « Qui demanda jamais à son disciple ce qui lui semble de la rhétorique et de la grammaire, de telle ou telle sentence de Cicéron? On nous les plaque en la mémoire tout empenée, comme des oracles où les lettres et les syllabes sont de la substance de la chose. Savoir par cœur n'est pas savoir, c'est tenir ce qu'on a donné en garde à sa mémoire. Ce qu'on sait droitement, on en dispose, sans regarder au patron, sans tourner les yeux vers son livre. Fâcheuse suffisance qu'une suffisance purement livresque. Je m'attends qu'elle serve d'ornement, non de fondement, suivant l'avis de Platon qui dit la fermeté, la foi, la sincérité être la vraie philosophie, les autres sciences qui visent ailleurs n'être que phare. Je voudrais que le Paluel ou Pompée, ces beaux danseurs de mon temps, apprincent des caprioles à les voir seulement faire, sans nous bouger de nos places, comme ceux-ci veulent instruire notre entendement sans l'ébranler. Ou qu'on nous apprend à manier un cheval, ou une pique, ou un luth, ou la voix, sans nous y exercer. Comme ceux ici nous veulent apprendre à bien juger et à bien parler, sans nous exercer ni à parler, ni à juger. Or, à cet apprentissage, tout ce qui se présente à nos yeux sert de livre suffisant.
la malice d'un page, la sottise d'un valet, un propos de table, ce sont autant de nouvelles matières. La seconde forme de critique est plus profonde. C'est celle qui prétend que la philosophie doit nous tirer hors de nous, entendons, nous hisser vers un idéal angélique ou divin qui nous fait oublier qui nous sommes, ou ce que nous sommes, à savoir d'abord des hommes. On le voit déjà dans l'essai 19 du livre 1, que philosopher c'est apprendre à mourir, que je vous invite à lire. Et c'est sur cette critique que s'achève le magnifique essai de l'expérience, le dernier du livre 3 des essais. Je cite « Notre esprit n'a volontiers pas assez d'autres heures à faire ses besognes, sans se désassocier du corps en ce peu d'espace qu'il lui faut pour sa nécessité. Ils veulent se mettre hors d'eux et échapper à l'homme. C'est folie. Au lieu de se transformer en ange, ils se transforment en bêtes. Au lieu de se hausser, ils s'abattent. Ces humeurs transcendantes m'effraient, comme les lieux hautains et inaccessibles. Et rien ne m'est fâcheux à digérer en la vie de Socrate que ses extases et ses démonneries. Rien si humain en Platon que ce pourquoi ils disent qu'on l'appelle divin. Et de nos sciences, celles-là me semblent plus terrestres et basses, qui sont les plus haut montées. C'est une absolue perfection, et comme divine, de savoir jouir loyalement de son être. Nous cherchons d'autres conditions pour n'entendre l'usage des nôtres, et sortons hors de nous pour ne savoir qu'elle y fait. Si avons-nous beau monter sur des échasses, car sur des échasses encore faut-il marcher de nos jambes, et au plus élevé trône du monde, si ne sommes-nous pas assis que sur notre cul. Philosopher pour sortir de soi, c'est folie, nous dit Montaigne. Au contraire, c'est en reconnaissant, au risque de l'ironie quelque peu tranchée de cette dernière phrase, que nous sommes humains, que nous pourrons ainsi mieux savoir ce que c'est que d'apprendre à travers la philosophie. Il y a là tout autant, et c'est l'intérêt de Montaigne, une profession de foi sur le pouvoir de la philosophie comme exercice quotidien, de réflexion sur soi et de remise en jeu perpétuellement de son savoir et de son ignorance, qu'un véritable attachement à ce que la philosophie est aussi, à savoir des confrontations de thèses, des divergences d'opinion, des figures contradictoires de sages, voire même de menteurs. C'est ici que l'exercice du doute pyrrhonien prend toute sa valeur chez Montaigne, dans l'exercice de ce qu'on a appelé la diaphonia, la variation. Je cite encore Montaigne. « Semant ici un mot, ici un autre, échantillon dépris de leur pièce, écarté, sans dessein, sans promesse. Je ne suis pas tenu d'en faire bon, ni de m'y tenir moi-même, sans varier, quand il me plaît, et me rendre au doute et incertitude, et à ma maîtresse forme, qui est l'ignorance. Tout mouvement nous découvre. » Je finirai par ce qui pourrait apparaître comme un truisme, que la philosophie chez Montaigne se donne à travers la forme même qu'il choisit d'explorer, à savoir l'essai. Dans l'essai qui est intitulé Du repentir, livre 3, essai 2, Montaigne nous avertit. Je cite « Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'âge en autre, ou, comme dit le peuple, de 7 ans en 7 ans, mais de jour en jour, de minute en minute. » Ce passage est décrit justement dans la forme de l'essai. Je terminerai sur cet essai de l'expérience, le dernier des essais, car c'est sans doute dans celui-là qu'un certain sens de l'expression philosophie comme mode de vie prend son sens le plus plein. Je cite cet essai. « Enfin, toute cette fricassée que je barbouille ici n'est qu'un registre des essais de ma vie qui est, pour l'interne santé, exemplaire assez à prendre l'instruction à contrepoil. Mais quant à la santé corporelle, personne ne peut fournir d'expérience plus utile que moi, qui la présente pure, nullement corrompue et altérée par art et par opination. » Analysons cet extrait. Il s'agit d'abord, nous dit Montaigne, d'une fricassée, une rhapsodie, dont l'ordre n'est donc pas à trouver dans le système, mais dans l'entrelac des récits d'une vie faite d'office, d'histoires d'amitié, de coliques néphrétiques, que Montaigne n'a pas honte de nous raconter par le menu.
En ce sens, ce récit demeure bien la description d'un personnage singulier duquel on ne pourrait rien apprendre comme modèle. Mais, deuxième point, si il s'agit d'une fricassée, c'est un contre-modèle, Montaigne emploie également fréquemment le verbe contre-rôler. Si c'est un contre-modèle, l'essai n'en demeure pas moins un ouvrage qui nous édifie, qui nous éduque. Certes, il ne peut être un traité de prescription d'un modèle de vie, il en est, en un sens, l'exact opposé, puisque l'essai s'amuse à détourner, par le détour sur soi précisément, à détourner les prescriptions des anciens. L'essai prend ainsi le sens de cette réfutation socratique qui permet de nous rappeler à ce qu'on appelle l'inscience, c'est-à-dire le non-savoir, et nous permet de nous protéger de la feinte sagesse. Je cite Montaigne, « C'est par mon expérience que j'accuse l'humaine ignorance qui est, à mon avis, le plus sûr parti de l'école du monde. » Enfin, les essais, nous dit Montaigne, sont un récit d'expérience. Art et opinion sont relégués ou plutôt confrontés à l'expérience de soi, en l'occurrence de la maladie. La maladie, pour Montaigne, est l'occasion non seulement d'éprouver la variation des opinions concernant la vie et ce qui doit la régler, mais aussi de mettre sa valeur, la valeur de la vie, à l'épreuve.